Chaque légende a son prix, payé en sang, en sacrifice et parfois en oubli. Pour Thésée, le grand héros unificateur d'Athènes, la route vers un nom immortel passerait par les ténèbres des labyrinthes et le cœur des monstres, le conduisant à la gloire et à un trône qu'il conquit justement pour se le voir arraché par l'ingratitude. Voici la saga d'un homme né de l'union entre une royauté mortelle et une puissance divine, un héros destiné à bâtir l'avenir d'une cité et à affronter son destin tragique. Préparez-vous à entendre l'histoire complète de l'un des plus grands héros de la mythologie grecque. Voici la saga de Thésée, le grand héros athénien. Dans les salles de marbre du palais athénien, où le soleil attique baignait tout d'or, régnait Égée. Sa cité prospérait, les marchés fourmillaient de vie et les oliviers s'épanouissaient sous l'œil vigilant de la déesse Athéna. Pourtant, une ombre s'étirait sur le cœur du roi. Bien qu'Égée eût pris plusieurs épouses au fil des ans, il n'avait pas d'héritier. Chaque lever de soleil apportait la même angoisse, l'inquiétude pour l'avenir de son trône et le désir profond d'avoir un fils à appeler sien. Les rires des enfants dans les rues d'Athènes étaient pour lui une mélodie douloureuse qui ne faisait qu'exacerber le vide de son palais et de son âme. Consumé par cette affliction, Égée décida que les solutions terrestres étaient épuisées. Il était temps de chercher conseil au nombril du monde, là où le divin touche aux mortels, l'oracle de Delphes. Le voyage devint un pèlerinage d'espérance. Il traversa champs et montagnes, sentant sur ses épaules le poids des attentes de son royaume. À son arrivée au sanctuaire d'Apollon, blotti sur le flanc du mont Parnasse, l'air paraissait mince, chargé de siècles de prophéties et de prières. Il entra dans le temple sacré, où la fumée d'encens s'enroulait en spirale vers le haut, emportant les supplications des mortels. Là, devant la Pythie, la prêtresse qui servait de canal à la voix du dieu Apollon, Égée exposa sa question d'une voix lourde. « Que dois-je faire, ô grand Apollon, pour que mon sang continue de régner sur Athènes ? Comment engendrer un héritier pour mon trône ?» Enveloppée des vapeurs qui s'élevèrent d'une fissure de la terre, la Pythie entra en transe. Quand sa voix retentit enfin, ce n'était plus la sienne. Elle était éthérée et inquiétante, livrant une énigme. « Ne desserre pas le goulot proéminent de l'outre, ô grand chef du peuple, avant d'avoir atteint le sommet d'Athènes. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, denses et impénétrables. Égée fronça les sourcils, cherchant à tirer un sens de la métaphore. Une outre ? Le sommet d'Athènes ? Pour lui, l'oracle avait parlé par énigme, offrant une pierre quand il avait demandé du pain. Désillusionné et plus confus que jamais, le roi d'Athènes entreprit le long voyage du retour, accablé par l'échec qui s'ajoutait à sa peine ancienne. Sur le chemin, la route le mena au royaume de Trézène. Là régnait Pitthée, un homme dont la sagesse était aussi légendaire que sa longue amitié avec Égée. Cherchant le réconfort d'un vieil ami, le roi athénien demanda l'hospitalité dans son palais. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, les deux rois s'entretinrent. La voix étranglée de frustration, Égée confessa sa douleur et répéta la prophétie étrange qu'il avait reçue à Delphes. Là où Égée ne voyait que mystère, l'avisé Pitthée vit la clarté. Son esprit pénétrant dénoua l'énigme aussitôt. L'outre était une métaphore pour Égée lui-même. Éthenne desserrée, le goulot signifiait s'unir à une femme. La prophétie était à la fois avertissement et promesse. La première union charnelle avant son retour à Athènes engendrerait un grand héros. Une occasion d'or se présentait, et Pitthée n'hésita pas. Il organisa un banquet somptueux avec musique, danse et surtout vin du plus grand cru. Sous prétexte de célébrer la visite de son ami, Pitthée veilla à ce que la coupe d'Égée ne fût jamais vide. Au fil de la nuit, le roi d'Athènes, déjà vulnérable à cause de sa peine, fut peu à peu vaincu par l'ivresse. Alors Pitthée lui présenta sa fille, la princesse Aïtra. Belle comme la première lueur de l'aube et douée de la grâce d'une déesse, elle captiva le regard troublé du roi. Ivre d'alcool et enflammé par le désir à la vue d'une telle beauté, Égée oublia son angoisse et se livra corps et âme à la passion de l'instant. Cette nuit fatidique-là, tandis qu'Égée dormait d'un lourd sommeil, Aïtra reçut une visite en songe. Ce n'était pas un spectre, mais la figure imposante et sereine de la déesse Athéna, patronne de la cité de son amant. La déesse parla à la princesse d'une voix à la fois injonction et réconfort, l'enjoignant d'aller au rivage accomplir un rite d'offrande aux dieux. Selon la vision, cet acte sacré assurerait que l'enfant conçu cette nuit-là serait béni d'un grand destin. Obéissant à l'ordre divin, Aïtra se leva et marcha au clair de lune jusqu'au rivage. Le sable était froid sous ses pieds, et le bruit des vagues sur la grève ressemblait à un chant ancien. Elle entra dans l'eau salée, sentant l'immensité de la mer autour d'elle, et y versa sa libation. À sa surprise, les eaux devant elle commencèrent à s'agiter,
non point violemment, mais avec une énergie puissante et maîtrisée. Des profondeurs émergea une figure majestueuse. Poséidon, seigneur des mers, son trident étincelant au clair de lune, et ses yeux portant la force de tous les océans. Aithra recula, saisi d'effroi et d'admiration devant une telle magnificence. Le dieu s'approcha, sa présence irradiant une puissance primordiale. Il posa doucement la main sur le ventre de la princesse, et sa voix résonna comme un tonnerre lointain sur la mer. L'enfant qui grandit en toi atteindra des gloires à rivaliser avec celles des plus grands fils de Zeus. Son nom sera chanté des générations durant. En cet instant, sous les étoiles, le dieu s'unit à la princesse. Ainsi le destin fut scellé. Le fils à naître des entrailles d'Aithra serait une fusion du mortel et du divin, héritier du trône d'Égée et porteur de l'indomptable force de Poséidon. Au matin, la lumière trouva Égée à jeûne, mais porteur d'un espoir nouveau. Aithra lui raconta sa rencontre avec la divinité, omettant prudemment les détails de sa propre union avec Poséidon, et évoqua la bénédiction divine répandue sur l'enfant issu de cette nuit. Égée reprit courage, mais sa joie fut vite tempérée par la crainte. À Athènes, ses neveux, les Palantides, convoitaient son trône, et n'hésiteraient pas à éliminer tout héritier qui paraîtrait. Par prudence, Égée conduisit Aithra dans un lieu à l'écart où gisait une pierre colossale. « Si notre union donne un garçon, tu ne devras révéler à personne l'identité de son père. Élève-le ici, à Trézène, en sécurité. Lorsqu'il aura l'âge et la force de soulever cette pierre, et alors seulement, tu l'enverras vers moi à Athènes. » À grand effort, il souleva l'énorme roche et plaça dans le creux dessous 2 objets, ses sandales royales et son épée de bronze. Quelques mois plus tard, naquit un garçon d'une beauté et d'une vigueur remarquables. Aithra le nomma Thésée. Il fut élevé sous la tutelle de son sage grand-père Pitthée, qui lui enseigna les arts de la guerre, la philosophie et l'art de gouverner, forgeant non seulement son corps, mais aussi son caractère de véritable héros. Un jour, alors que Thésée n'était encore qu'un enfant, une légende vivante visita le palais de Trézène, le grand Hercule. En apprenant l'arrivée de son illustre cousin, le petit Thésée et ses amis coururent apercevoir le héros. Dans la grande salle, Hercule avait jeté sur un siège son manteau fameux, la peau du lion de Némée. Aux autres enfants, la vue de cette tête au croc découvert et aux yeux vitreux parut celle d'une bête réelle et terrifiante, et ils s'enfuirent en hurlant. Mais Thésée n'éprouva aucune peur. À ses yeux, c'était une menace pour sa maison. Avec une audace qui stupéfia tout le monde, il arracha l'épée au fourreau d'un garde du palais et, poussant un cri de guerre d'enfant, chargea et frappa la bête. À cette vue, Hercule éclata d'un rire si puissant qu'il fit trembler les poutres de la salle. En l'enfant, il ne vit pas de la naïveté, mais l'étincelle du feu héroïque qu'il possédait lui-même. Posant sa lourde main sur la tête du garçon, il déclara « Avec un tel cœur, le petit-fils de Pitthée est destiné à voir son nom gravé parmi les étoiles. » Dès ce jour, l'amitié et le respect mutuel entre les futurs héros prirent racine. Les années passèrent, et Thésée devint un jeune homme à la force et à la détermination inégalée. À l'approche de ses 16 ans, il sentit que le moment qu'il avait attendu toute sa vie était arrivé. Il se rendit à la grande pierre qui avait marqué son enfance d'un mystère silencieux. Devant sa mère, il se plaça, plia des muscles forgés par des années d'entraînement et saisit la roche. Dans un grognement d'effort qui résonna à travers les champs, il souleva la pierre et mit au jour l'épée et les sandales déposées là, intactes, hors d'atteinte du temps. Il chaussa les sandales, qui lui allèrent à la perfection, et prit l'épée, sentant l'équilibre de l'arme comme une extension de son propre bras. Se tournant vers sa mère, les yeux brillants de résolution, il déclara « Mère, le moment est venu, je partirai pour Athènes et pour mon destin. » Son grand-père Pitthée, fier mais soucieux, lui offrit un navire rapide et sûr pour le porter par mer jusqu'au Pirée. Mais Thésée refusa fermement l'offre. Son regard se tourna vers la route sinueuse qui menait vers le nord, un itinéraire peuplé de bandits, de monstres et de dangers. Quel honneur y aurait-il à arriver chez mon père comme un précieux chargement, par navire, sans poussière sur mes sandales ni sang sur ma lame? Non, grand-père, je forgerai ma réputation en chemin. Je gagnerai Athènes non comme un prince égaré, mais comme un héros nouveau pour ses terres. Ainsi, dédaignant la sécurité de la mer, Thésée rengaina l'épée de son père, fit ses adieux à sa famille et prit la route périlleuse par la terre, marchant d'un pas ferme à la rencontre de son destin. Le jeune Thésée avait fait ses adieux à sa mère et à son grand-père et s'était mis en route pour Athènes. Il aurait pu choisir la mer, une voie rapide et sûre. Au lieu de cela,
Il se tourna vers l'intérieur des terres, vers la dangereuse et fameuse route terrestre qui serpentait à travers l'isthme de Corinthe, un no man's land réputé domaine des monstres et des bandits. Le soleil frappait, et la route devant lui promettait solitude et violence. Mais dans son jeune cœur, Thésée ne connaissait pas la peur. La première épreuve ne tarda pas à se présenter. Une silhouette massive lui barra le passage, un homme aux larges épaules et au regard bestial. C'était Périphétès, le porte-massue, un bandit redouté pour fracasser le crâne des voyageurs avec son arme. Il éclata de rire en tombant sur Thésée. « Un joli garçon, loin de chez lui. Donne-moi ton épée, et peut-être t'accorderai-je une mort rapide. » Thésée ne répondit pas par des mots. Quand le géant frappa, abattant un coup qui siffla dans l'air et aurait pu pulvériser un taureau, le jeune héros bougea avec une agilité fluide. Il ne recula pas devant l'énormité de l'adversaire, mais avança, se jetant sous l'arc de l'attaque. La massue de Périphétès ne frappa que le vide. Avant que le bandit n'ait pu se ressaisir, Thésée lança une riposte puissante. Un coup de poing précis et dévastateur à la mâchoire du géant. On entendit craquer l'os qui se brisait, et Périphétès hurla de douleur, lâchant son arme. Sans hésiter, Thésée s'empara de la massue de bronze. Sentant son poids et son équilibre, il la leva et, d'un seul coup juste, infligea au scélérat le même sort qu'il avait imposé à tant d'innocents. Thésée prit la massue de bronze, qu'il porterait désormais comme trophée et symbole de sa première victoire pour la justice. Poursuivant sa route, Thésée arriva à Éleusis, où un autre défi l'attendait. Là régnait Cercion, un roi brutal qui obligeait tous ceux qui traversaient ces terres à l'affronter en combat à main nue jusqu'à la mort. C'était un homme d'une force prodigieuse, aux bras comme des troncs de chêne, et il se vantait de n'avoir jamais été vaincu. À la vue de Thésée, Cercion sourit avec dédain et le provoqua. Le jeune héros ne se laissa pas intimider. Sur un cercle de terre battue, entouré des os blanchis des victimes passées de Cercion, les deux hommes se firent face. Le roi lutteur chargea, comptant sur la force brute pour broyer Thésée dans une étreinte mortelle. Mais Thésée n'était semblable à aucun adversaire rencontré jusque-là. Au lieu d'opposer la force à la force, il usa de sa technique. Il se déroba, pivota et utilisa l'élan même de Cercion contre lui. C'étaient des techniques d'appui et d'équilibre, des mouvements que nul, dans la région, n'avait jamais vus. Thésée ne se contentait pas de combattre, il inventait un art. Poussé à bout, Cercion se rua dans un rugissement de fureur, mais Thésée anticipa le mouvement, saisit son adversaire, le souleva du sol et le projeta avec une force prodigieuse. L'impact brisa la nuque du tyran et son orgueil. Se relevant, Thésée avait appris que la technique et la ruse pouvaient vaincre la force brute. Là fut plantée la graine du style de lutte qu'on appellerait un jour gréco-romain. Entre ces affrontements contre des hommes monstrueux, Thésée se mesura aussi aux bêtes de la nature. Près du village de Crommyon, il entendit parler d'un sanglier gigantesque, une créature si féroce qu'on la disait fille des monstres Typhon et Échidna. La truie de Crommyon dévastait les champs et tuait quiconque croisait son chemin. Au lieu d'éviter la zone, Thésée y vit une nouvelle chance d'apporter la paix à la région. Il traqua la créature, suivant sa piste de destruction jusqu'à sa tanière. Le combat fut primitif et sanglant. Le sanglier chargea, ses défenses aussi tranchantes que des poignards, mais le courage de Thésée et sa précision à l'épée l'emportèrent, et le jeune héros mit fin à une terreur de plus qui ravageait la contrée. La dernière, et peut-être la plus sinistre, de ces épreuves sur la route fut celle d'un homme nommé Procuste, l'étireur. Il tenait une auberge au bord du chemin, offrant abri et hospitalité aux voyageurs harassés. Son accueil était chaleureux, son sourire engageant. Mais, derrière la façade de bonté, se cachait une perversité délirante. Procuste avait 2 lits dans son auberge, l'un court et l'autre long. Quand un voyageur de grande taille acceptait son hospitalité, il l'attachait au lit court. Puis, avec une épée, il tranchait sadiquement les jambes de sa victime jusqu'à ce qu'elle les tienne parfaitement dans le lit. Si l'hôte était de petite taille, on l'attachait au lit long, et, après lui avoir brisé genoux et coudes à coups de maillet, Procuste utilisait cordes et poulies pour étirer ses membres jusqu'aux extrémités du lit. Sentant la malveillance dans les yeux de l'aubergiste, Thésée accepta l'offre de repos. Lorsque Procuste le conduisit dans la chambre et se prépara à le maîtriser, le héros frappa le premier. Avec une rapidité foudroyante, Thésée terrassa le bandit et lui offrit le confort de son propre lit. Le scélérat était un grand homme, et ses pieds dépassaient largement du bord. Thésée prit l'épée de Procuste et imposa au monstre sa propre et terrible justice, veillant à ce qu'il tienne parfaitement dans son invention. Enfin, couvert de poussière et du sang de ses épreuves, Thésée aperçut les murs d'Athènes. Sa renommée l'avait précédé.
Les histoires d'un jeune héros qui avait nettoyé la route de ses pires terreurs étaient déjà parvenues à la ville. Pourtant, son arrivée ne surprit pas le vieux roi Égée. Au palais, une influence nouvelle et sinistre avait pris racine, la magicienne Médée. Ayant fui Corinthe, elle avait trouvé refuge à Athènes et, grâce à ses arts sombres et à sa ruse, était devenue la conseillère et la compagne du roi. Médée, douée de vue prophétique, avait prévu l'arrivée de l'héritier et savait que sa présence signifierait la fin de son pouvoir. Manipulatrice, elle ne révéla pas à Égée la véritable identité de l'étranger. Au lieu de cela, elle empoisonna l'esprit du roi, déjà en proie à la paranoïa et à la crainte des complots. Elle l'avertit de la venue d'un jeune homme puissant qui viendrait le tuer et usurper son trône. « Accueille-le avec les honneurs, mon roi. Offre-lui un banquet et porte un toast à son arrivée avec une coupe de ton meilleur vin. Ce sera un toast qui résoudra tous tes problèmes. » Égée, craintif pour son destin, accepta. Lorsque Thésée fut présenté à la cour, le roi ne vit que la force du jeune homme et la massue de bronze dans ses mains, un étranger dangereux, exactement comme Médée l'avait décrit. Au cours du banquet, le cœur lourd, Égée offrit à Thésée une coupe de vin, secrètement mêlée d'un poison mortel préparé par la magicienne. Honoré par le geste du roi, Thésée accepta la coupe. Pour rendre l'hospitalité, il leva la coupe pour porter un toast à la santé du roi. À cet instant, le roi reconnut la garde ornée de l'ancienne épée au flanc du jeune homme. Le jeune homme devant lui n'était pas un assassin, c'était son héritier. « Non !» s'écria le roi, mêlant l'horreur au soulagement. Alors que Thésée portait la coupe à ses lèvres, la main tremblante d'Égée frappa le gobelet, répandant le vin empoisonné sur le sol de marbre. Ignorant la stupeur de la cour, Égée se précipita et étreignit Thésée en pleurant à chaudes larmes. « Mon fils, tu es enfin venu !» Les retrouvailles furent un tourbillon d'émotions. La fureur d'Égée se tourna alors contre Médée, qui fut bannie du royaume à jamais. Ce jour-là, le roi Égée gravit les marches du palais et, devant tout le peuple d'Athènes, présenta le jeune héros. D'une voix retentissante de fierté et de joie, il le reconnut officiellement comme Thésée, son fils unique, prince de l'Attique et héritier légitime du trône d'Athènes. Le long voyage pour reconquérir sa juste place dans le monde était achevé. Mais un nouveau, et plus grand encore, voyage était sur le point de commencer. Le retour de Thésée à Athènes fut un événement de gloire et d'émotion. La cité l'acclama comme son véritable héros et héritier. Cependant, la joie de son arrivée fut vite éclipsée par une ombre ancienne et humiliante qui s'étirait depuis le sud, depuis l'île de Crète. À peine Thésée commençait-il à mesurer les devoirs de sa nouvelle charge de prince de l'Attique qu'un navire portant l'étendard du taureau crétois entra au Pirée. En débarquèrent les émissaires du roi Minos, des hommes au visage arrogant et à la voix froide, venus non pour négocier, mais pour lever un tribut de sang. Thésée apprit bientôt la dette odieuse que sa cité payait. Des années auparavant, lors d'une guerre désastreuse, Athènes avait été soumise par la puissante flotte de Crète. Le conflit avait été déclenché par la mort mystérieuse d'Androgée, fils de Minos, survenu pendant les Jeux panathénaïques à Athènes. Accusant le roi Égée de cette tragédie, Minos imposa une paix écrasante. Par une clause principale, tous les 9 ans, Athènes devait envoyer en Crète 14 jeunes gens, 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles, en guise de tribut. Leur sort était du plus cruel imaginable. Arrivés en Crète, ils n'étaient ni réduits en esclavage, ni employés comme serviteurs. On les poussait, tels du bétail, dans l'infâme labyrinthe de Knossos, colossal dédale aux couloirs impossibles, conçu par le génie Dédale. Là, au cœur de ces ténèbres d'architecture, vivait le Minotaure, créature de cauchemar au corps d'homme et à la tête de taureau. Né de l'union de la reine Pasiphaë avec un taureau sacré, le monstre était à la fois la honte et l'arme de Minos, et la jeunesse d'Athènes constituait son grand festin annuel. Cette année-là, l'arrivée des émissaires plongea Athènes dans son deuil rituel. Thésée vit des familles déchirées, entendit les lamentations des mères et sentit la rage impuissante d'un peuple condamné depuis si longtemps à regarder ses enfants menés comme des agneaux à l'abattoir. Dans son cœur, le feu de l'héroïsme, forgé sur la route d'Athènes, se ralluma avec fureur. Il ne pouvait accepter une telle humiliation. Devant le peuple, Thésée proclama son intention d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. « Je serai l'un des 14. Le temps de notre humiliation est révolu. Je partirai avec nos jeunes, j'entrerai dans la tanière de la bête et je la détruirai. Et je jure, par mon sang et par l'honneur d'Athènes,
que je reviendrai avec eux tous, sains et saufs. Le cœur d'Égée, que la joie des retrouvailles avec son fils avait à peine soulagé, se serra douloureusement. Il pria, supplia, tenta par tous les moyens de détourner Thésée de cette mission suicidaire. Personne n'était jamais revenu du labyrinthe. Mais la résolution de Thésée était aussi solide que la roche sous laquelle il avait trouvé l'épée de son père. Voyant qu'il ne pourrait le faire renoncer, Égée, les larmes aux yeux, lui donna sa bénédiction. « Va, mon fils, et que les dieux te protègent. » Par tradition, le navire du tribut prend la mer avec des voiles noirs, signe de deuil pour ceux qui ne reviendront pas. Mais je t'en supplie, par mon amour de père, si tu triomphes, si tu reviens sain et sauf, remplace les voiles noires par des blanches. Ainsi, quand ton navire paraîtra à l'horizon, mon cœur trouvera la paix avant même que tes pieds ne touchent terre. Sur cette promesse solennelle, Thésée partit. Égée contempla le navire sombre s'effacer dans l'immense bleu de la mer, emportant le fils tant attendu, sans savoir s'il le reverrait jamais. Après des jours d'une traversée silencieuse et sombre, la jeunesse athénienne atteignit la Crète. On les conduisit aussitôt au grand palais de Knossos, vaste dédale vivant, orné de fresques de dauphins et de griffons. Dans la salle du trône, imposante, les attendait le roi Minos, homme d'âge mûr dont le visage incarnait la puissance, l'arrogance et une ancienne tristesse mal cicatrisée. Tandis qu'il examinait les tribus d'un regard froid et calculateur, les yeux de sa fille, la belle princesse Ariane, se posèrent sur Thésée. En lui, elle vit ce qu'elle n'avait jamais vu chez les jeunes terrifiés des années passées. Il n'y avait aucune peur dans son regard, seulement une résolution défiant le destin. À cet instant, Eros, dieu de l'amour, décocha l'une de ses flèches infaillibles, et le cœur de la princesse se trouva irrémédiablement frappé. Ariane ne pouvait supporter l'idée que cet homme magnifique fût livré à l'horrible mort qui l'attendait. Cette nuit-là, emportée par une passion irrésistible, elle soudoya des gardes, et, sous le couvert de l'obscurité, se rendit à la cellule où Thésée attendait l'aube. « Eros a frappé mon cœur dès que je t'ai vu », confessa-t-elle d'une voix pressante. « Je ne laisserai pas mon père te sacrifier à l'infâme créature qui hante le labyrinthe. » De dessous son manteau, elle lui tendit 2 présents. Le premier était une courte épée meurtrière, dont l'éclat perçait même la pénombre. Thésée en sentit l'équilibre parfait et sut qu'avec elle, il pourrait affronter le monstre. Le second était un objet simple et inattendu, une pelote de fil de laine. L'épée servira à abattre la bête, expliqua Ariane, les yeux brillants d'intelligence. Mais tuer le Minotaure n'est que la moitié de l'épreuve. Le labyrinthe a été conçu pour que nul n'en retrouve jamais la sortie. Ce fil sera ton salut. Déroule-le au fur et à mesure, il te ramènera vers la lumière. En échange, elle ne demanda qu'une chose. Que, s'il survivait, il l'emmena au loin, loin de la Crète et de son père tyrannique, pour en faire son épouse. Le lendemain, on ouvrit les portes du labyrinthe. Tandis que Thésée se préparait à entrer, Ariane tenait l'extrémité du fil d'une main tremblante. Ils échangèrent un dernier regard, une promesse silencieuse. Thésée franchit les ténèbres, suivi des 13 autres jeunes Athéniens. À mesure qu'il avançait dans les corridors qui se repliaient sur eux-mêmes à des angles impossibles, il laissait derrière lui une piste d'espérance, le fil de laine. À l'intérieur, c'était un cauchemar de silence oppressant et d'obscurité, à peine brisé par de minces lames de lumière lointaine. L'air était lourd, fétide, l'odeur de vieux sang matiné de quelque chose de bestial. Par instants, un souffle guttural résonnait le long des murs, glaçant le sang. Le sol et la pierre gardèrent la trace lugubre des sacrifices passés. Mais Thésée, l'épée en main, ne ressentait aucune peur, seulement la certitude que ce ne serait pas son sang qui rougirait ce sol. Soudain, hors des ombres, surgit le Minotaure. Vision hideuse, fusion grotesque de l'homme et de la bête, doté de la force d'un taureau et d'une perversité de prédateur. Dans un rugissement à demi humain, à demi animal, il chargea. L'agilité de Thésée lui permit d'esquiver l'attaque surprise. La bête était d'une force inouïe. Chaque coup de corne pouvait fendre la pierre, mais Thésée était plus rapide, danseur de mort au milieu de la fureur du monstre. Après avoir évité assaut sur assaut, Thésée vit l'ouverture. Dans une riposte foudroyante, il se jeta sous la créature et, de toute sa force, enfonça l'épée dans le cœur du monstre, un seul coup, sûr et profond. Le Minotaure poussa un beuglement de douleur et de surprise, les yeux écarquillés, puis s'effondra. La terreur de la Crète était morte. Le fil d'Ariane devint son salut. D'une main ferme, Thésée rembobina la pelote, guidant le petit groupe de survivants hors de ce monument à la mort. Les autres jeunes, au visage marqué d'avoir contemplé leur propre anéantissement,
le suivaient en silence, n'osant croire que l'air qu'il respirait n'était plus le souffle fétide de la bête. Au terme du fil, à l'entrée du labyrinthe, statue d'espérance pure, Ariane l'attendait. Elle tenait l'extrémité comme si elle tenait la vie même de Thésée. Leurs yeux, pleins de larmes désormais de soulagement, se croisèrent au moment exact où il sortit de l'ombre. Nul mot n'était nécessaire. Couvert de poussière et du sang sombre du monstre, mais vivant et triomphant, il la serra dans ses bras et le baiser qui suivit fut passionné, scellé par des vœux d'amour. Mais le temps ne leur était pas donné. La fureur de Minos ne tarderait pas. Ensemble, main dans la main, ils menèrent les jeunes Athéniens dans une course effrénée à travers Knossos jusqu'au port, où le navire athénien, son équipage aux aguets, n'attendait plus que leur fuite vers la liberté. Le voyage du retour s'ouvrit dans l'ivresse. L'amour de Thésée et d'Ariane fleurit sous les étoiles, promesse d'un nouveau commencement. Mais le destin des mortels est un fil entre les mains des dieux. Une nuit, alors qu'ils faisaient escale pour se reposer sur l'île de Naxos, Thésée reçut en songe une visite. Dionysos, seigneur du vin et de l'extase, apparut dans toute sa splendeur redoutable et déclara qu'Ariane lui était destinée pour épouse immortelle. Craignant les dieux, Thésée s'éveilla le cœur en pièces. Il savait qu'on ne défie pas la volonté d'une divinité. Avec une douleur plus grande que nulle blessure, il conduisit Ariane jusqu'au rivage et la laissa à l'ombre d'un arbre. De retour à bord, il fit hisser les voiles. La pauvre princesse, abandonnée, regarda le navire de son bien-aimé disparaître à l'horizon, mais son désespoir fut bref. Dionysos vint bientôt la consoler. Quant à Thésée, il était le cœur brisé. La victoire sur le Minotaure lui paraissait vide et la gloire une cruelle ironie. Dévoré par la peine et l'obéissance aux dieux, il oublia la promesse la plus importante, celle faite à son père. Le navire poursuivit sa route vers Athènes, arborant toujours les tragiques voiles noires. Pendant ce temps, à Athènes, le roi Égée passait chaque jour au point le plus élevé des falaises de Sounion, scrutant l'horizon. Enfin, un navire familier apparut au loin. Son cœur bondit d'espérance. Mais à mesure qu'il approchait, l'affreuse vérité se révéla. Les voiles étaient noires. Pour le vieux roi, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Son fils, son unique joie, était mort. Une douleur insupportable saisit tout son être. Sans un cri, il se jeta du haut de la falaise dans les eaux tumultueuses. La mer qui reçut le roi pour tombe porterait à jamais son nom, la mer Égée. Ce qui aurait dû être le retour triomphal de Thésée se transforma en événement mélancolique. Il atteignit le port pour être acclamé en tueur de monstres, mais on lui apprit que sa négligence avait coûté la vie à son propre père. La joie du peuple se mêlait au deuil du roi. Thésée, sauveur de l'Attique, en devint aussi le souverain. Ainsi commença son long règne, non sous une couronne de laurier, mais sous un voile de deuil, rappelle que les plus grands hauts faits des héros vont souvent de pair avec les tragédies les plus profondes.